Pendant 4 jours, une mission du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a échangé avec tous les acteurs de la communauté universitaire de Korogo. Objectif, projeter le plan d'orientation stratégique élaboré en 2014, évaluer les acquis, relever les faiblesses et faire des recommandations. 5 ans après sa mise en œuvre, il apparaît nécessaire de rendre ce plan plus performant et conforme aux normes internationales de l'enseignement supérieur. La démarche qui avait été adoptée a conduit à un plan d'orientation stratégique qui n'a pas véritablement été utilisé, voire mis en œuvre pour la plupart des établissements. Et le ministre a souhaité engager une démarche complètement différente actuellement et en cohérence aussi avec les objectifs prioritaires de l'État de Côte d'Ivoire. En particulier, faire en sorte qu'on aille beaucoup plus vers l'obtention des résultats, vers des établissements de plus en plus performants. Ce que nous avons apporté de plus, c'est peut-être l'expérience du Sénégal qui a fait ce même travail depuis 2011. Aujourd'hui que la Côte d'Ivoire inaugure les contrats de performance, nous sommes venus partager avec eux les bonnes pratiques, les expériences, là où nous avons eu le succès pour partager avec eux, et là où nous avons eu un échec pour leur dire éviter tel point et tel point. Le plan d'orientation stratégique de l'université Peleforogo Coulibaly de Korogo, élaboré en 2014, procède du projet AMRUGE CI, appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, dont l'une des conséquences est l'introduction du système LMD. Grâce à ce plan, de nouvelles techniques d'enseignement ont été introduites et pour répondre aux attentes de la communauté universitaire, de nouvelles salles de travaux dirigées, de nouveaux amphithéâtres ont été bâtis. L'université Peleforogo Coulibaly de Korogo a connu des mutations qualitatives en termes de résultats. Pour autant, les étudiants restent très critiques. Au fur et à mesure que l'effectif augmente, nous manquons de plus en plus d'amphis et de salles. Ce qui fait que parfois nous avons une programmation un peu espacée par rapport aux autres universités. De façon personnelle, j'attends surtout une mise en œuvre de moyens logistiques, surtout au niveau des départements tels que biologie et gestion agro-pastorale, parce que là, la formation dépasse surtout le niveau théorique. Il y a également des moyens pratiques, certains éléments pratiques qu'il est nécessaire d'adjoindre à la connaissance théorique. Des experts de l'enseignement supérieur ont participé à l'élaboration du plan d'orientation stratégique de l'université Peleforogo Coulibaly de Korogo pour le compte du C2D, contrat de désendettement et de développement. Il s'inscrit dans le plan de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 2016-2025. Dans l'environnement de l'école primaire de Dako, région du Lot-du-Bois, les 2 bâtiments qui composent l'école primaire du village frappent le regard. Ils abritent chacun 3 salles de classe plus un bureau de directeur, entièrement réhabilité et aujourd'hui, fierté des populations de ce village, de la sous-préfecture de Zégo, dans le département de Divo. Les 2 bâtiments de l'école de Dako ont été remis à neuf, mais les tables bancs demeurent encore dans un état de délabrement qui exige qu'ils soient remplacés. La remise officielle des clés de ces ouvrages a été l'occasion pour le donateur Agbaou Gold Operation de réaffirmer sa responsabilité sociétale. Par cette action, l'opérateur minier dans le département de Divo tient un engagement en cohérence avec ses obligations vis-à-vis des CDLM, les communautés de développement locaux miniers, installées dans les localités impactées par l'activité minière, à l'exemple de Dako. La préoccupation majeure de l'école reste la construction d'une cantine. Selon le directeur de l'école, cette cantine permettra de réduire le taux d'absentéisme dans les salles de classe du village. Un besoin que le CDLM de Dako va exprimer à la société minière.
Pour une meilleure compréhension et une harmonisation des notions d'attribution et d'acquisition de la nationalité ivoirienne, des magistrats venus de plusieurs localités du pays se sont retrouvés à Daloa, initiée par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à renforcer la capacité des participants en la matière. La démarche ici, en fait, vise à attirer l'attention de ces différents responsables administratifs, de ces différents hommes de droit, sur les risques d'apatridie réels qui existent en Côte d'Ivoire. Ceux qui se disent ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont des parents ivoiriens, mais par défaut, ils n'arrivent pas à prouver leur nationalité parce qu'ils n'ont pas les pièces de leurs parents. En ce moment-là, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les amener à obtenir au moins le certificat de nationalité. C'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité ces différents magistrats. Au cours de ces échanges, les participants ont pu réfléchir sur plusieurs thématiques, dont l'épineuse question de l'apatridie. L'apatridie signifie tout simplement le fait pour des individus qui existent comme vous et moi de ne pas être reconnus comme citoyens d'un quelconque pays ou d'un quelconque État. Vous ne pouvez pas accomplir un certain nombre de droits et de devoirs civiques. Et tout cela, même l'accès à l'éducation est limité pour certains enfants. L'accès à certains soins de santé même est limité. Il y a des tests qui existent, c'est vrai. Mais les personnes que nous accompagnons, généralement, sont dans les difficultés d'apporter la preuve de leur nationalité. Donc on veut, avec leur appui, comprendre. Nous attendons que les magistrats peut-être aient une oreille attentive à nos supplications, lorsqu'on les sollicite pour la délivrance d'un certain nombre de certificats. À travers cette rencontre, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire entend réduire les inégalités en matière de droit à la nationalité ivoirienne. Connaître le statut de la femme d'Angoda en matière de santé mammaire et du col de l'utérus est la préoccupation des cadres de cette localité située dans la région du Bélier, précisément dans le département de Toumoudi. D'où l'organisation d'une séance de dépistage gratuit du cancer des seins et du col de l'utérus. Une action en collaboration avec l'organisation non gouvernementale française Ciel Bleu, spécialisée dans la détection, le traitement du précancer et la chimiothérapie. Le cancer du col de l'utérus est une réalité et elle tue beaucoup de femmes. Nous sommes en Afrique et les questions de sexualité sont tabous. Initiative bien accueillie par les populations des 4 quartiers d'Angoda que sont Afotobo, Akokro, Ndjabou, Mbedjou et Nsiesou, lieu de la cérémonie. Mon col, ça me demande, tu vois. Et mal au rein, mes genoux. Je suis venue pour voir si je suis malade ou pas là, ils vont me dire là au moins j'ai le cœur tranquille. Pour mieux suivre les patientes déclarées positives, une fiche d'information individuelle est établie. Vous avez un numéro de téléphone? Vous avez quel âge? Ici, le dépistage est fait grâce à l'IVA, un appareil qui agrandit 40 fois l'image de l'utérus pour l'inspection visuelle après l'application d'acide acétique. Lorsqu'une lésion est observée, le bouton pointu est actionné pour l'éliminer en 15 minutes. Ce sont ces lésions non traitées qui installent le cancer sur une période de 10 à 20 ans. D'autres infections ont été également prises en charge. Souvent aussi, il y a des douleurs au dos que les dames ont. Nous avons des injections ici pour leur faire calmer la douleur. Cette action sociale des cadres en faveur des femmes d'Angoda est appréciée. C'est une belle initiative parce que ça nous permet de prévenir la maladie. Je lance un appel à toutes ces sociétés-là pour que dorénavant puissent se pencher vraiment sur ce volet de précaution, de médecine pour aider les villages. La présente séance de dépistage vient après celle de l'année dernière. Séance qui avait enregistré 27 patientes dépistées positives pour des cas de précancer. La pression foncière crée un manque de terres cultivables pour les producteurs de coton. Il est donc nécessaire d'examiner le modèle de contrat entre propriétaires terriens et les producteurs de coton.
et définir le modèle de rapport entre les différents acteurs. Il est question d'informer et de sensibiliser les participants sur le contenu de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine du foncier rural dont l'objet principal est de transformer les droits coutumiers en droits de propriété. Le producteur qui va signer une convention avec le propriétaire terrien est rassuré que dans le lendemain matin, qu'on peut parler de chasser avec sa famille et que ça va faire aussi l'accroissement de la production cotonnière. Que les sociétés cotonnières fassent des réunions de sensibilisation avec la fédération des producteurs de coton à travers leurs unions. L'Union européenne appuie l'intercoton à travers le projet. Il est prévu la délimitation de 8500 hectares en vue de la délivrance de 100 certificats de bail pour la réduction des litiges agriculteurs-éleveurs. C'est de stabiliser le producteur, c'est l'assurer sur la terre qu'il exploite. Le contrat de bail comporte 3 éléments essentiels: la surface contractuelle, les conditions financières d'exploitation et la durée. À ce jour, la collecte des données à renseigner a été réalisée pour 17 propriétaires terriens et 539 exploitants agricoles dans 5 sous-préfectures.